Tout le monde le sait ou presque, on ne peut jamais arrêter la science et donc l'évolution. Cependant, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, affirme aussi une assertion. Nous sommes un pays en développement, nous avons des richesses naturelles, il est bien normal que le pays puisse en profiter de ces richesses naturelles pour se développer. Je crois que le problème de fond consistera à voir, lorsque nous faisons des exploitations de ces richesses, l'impact environnemental et ce que, en dehors de l'impact environnemental, ce que peut gagner la population locale. C'est dans ce contexte que la commission diocésaine Justice et Paix a organisé mercredi 8 juin dernier à Crisoroy, bien entendu, un atelier de restitution sur la cartographie participative des villages d'Inda et de Djeno, zones soumises à des intenses activités industrielles et pétrolières, conformément aux différents permis forestiers, miniers et pétroliers. Ce sont des informations prises au GPS, dont les fichiers sont du reste disponibles et accessibles pour vérifier, pour se rendre bien compte de la réalité de cette situation-là. Donc, si on compare, et c'est la note sur laquelle je veux m'arrêter au moins pour les cartes, on peut très bien s'apercevoir qu'il y a certainement du travail à faire dans l'un et l'autre village. Parce que même si cette situation semble envieuse par les gens qui habitent le premier village qu'on a présenté, à savoir beaucoup, il reste énormément de choses à faire là-bas. Il y a des choses qu'on n'a pas pu représenter, qui sont des problèmes liés, on va dire, des risques technologiques, des problèmes de santé, des choses de ce genre qu'on n'a pas pu soulever ici, tout comme dans le premier, mais qui sont apparemment beaucoup plus palpables dans ce cas-ci. Parce que à une certaine heure, enfin à longueur de journée d'ailleurs, on aspire beaucoup d'odeurs. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas représenter. Il y a des odeurs insoutenables. Est-ce qu'on sait ce que ces odeurs peuvent avoir comme incidence sur la santé? Bien malin qui pourrait le dire. En tout cas, en l'état actuel, dans ce cas précis. Je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été menés pour savoir si ces odeurs sont bonnes pour la santé, ou du moins laissent la santé au moins à un niveau acceptable pour les populations. Et imaginez qu'on dort dans ces conditions, qu'on passe toute la journée, quand on mène des activités dans ces conditions, et ensuite qu'on passe le reste de la journée à la maison ou n'importe où, on a à peu près les mêmes odeurs. Je pense que même si on ne peut pas le représenter, c'est un problème que ce village connaît quand même. Les problèmes d'eau, d'accès à l'eau, il y a des espaces qui sont complètement mis en défense par les opérateurs pour que la population n'y aille plus. Parce que si ces opérateurs le font, elles savent très bien qu'est-ce qui motive leur décision de le faire ainsi. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elles ont certainement pu se rendre compte de la mauvaise qualité de ces eaux, certainement du fait de leur présence ou de leurs activités. Mais je ne vais pas beaucoup m'avancer dans les commentaires parce que les évidences sont là et chacun peut très bien apprécier. Si on peut dire que toutes ces activités qui se développent, vous voyez, les pipes, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, il y en a un bon nombre qui jonchent l'espace du village. Si tout cela concourt d'une certaine façon à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Une manière de mettre en relief les risques liés à la cohabitation entre les activités communautaires fondées sur les intérêts vitaux et les activités industrielles, elles, beaucoup plus portées vers le bénéfice et l'accumulation, et d'autant plus qu'une activité industrielle n'est jamais sans risque à la vie humaine. Deux cartographies, notamment celle du village d'Inda et du village Djeno, réalisées par les riverains, ont été ainsi présentées à l'assistance essentiellement concernée. Prenons l'exemple des sources d'eau. Les compagnies utilisent les sources d'eau pour l'exploitation pétrolière, mais ces mêmes sources d'eau sont utilisées par les communautés pour le ruissage du manioc, pour l'eau de consommation. Et donc, on se retrouve avec une seule source d'eau et plusieurs acteurs intervenant sur la même source. Pour les communautés, ils ont été les premiers à utiliser la source. Pour la compagnie, elle a eu un permis pour venir faire de l'exploitation. Donc de facto, elle a le droit d'utiliser la source d'eau. Mais les conflits ne manquent pas entre les deux acteurs. Donc le premier acteur qui était la communauté qui estime que la source d'eau appartient exclusivement à la communauté et la compagnie qui arrive avec un titre de l'État qui l'autorise à mener des activités industrielles. Et donc forcément, pour l'utilisation par exemple de la source d'eau,
les deux acteurs vont entrer en conflit. Deux cartographies, notamment celle du village d'Inda et du village Djeno, réalisées par les riverains, ont été ainsi présentées à l'assistance essentiellement constituée des représentants des sociétés extractives, des ouvriers apostoliques, des pouvoirs publics ainsi que des élus. Je ne sais pas les dispositions prises par Justice et Paix, parce que beaucoup nous parlent de l'eau qui a changé de couleur, des cultures qui ne poussent plus bien. Au niveau de Ndjeno, c'est la présence des galettes, de la paraffine dans la lagune. Il y a une occupation presque de tout le village de Mboukou par les sociétés, parce que vous avez les sociétés pétrolières et minières. C'est un village qui doit sûrement disparaître d'ici là. Il y a la présence des antennes. Est-ce qu'il n'y a pas effet pour la santé de la population? Ces antennes qu'on multiplie partout. Parce que lorsqu'on va en Europe, c'est des choses qu'on voit rarement. Mais ici, on nous implante même dans les parcelles, en pleine ville. Dans une parcelle, on place une antenne. Est-ce que ces antennes n'ont pas d'effet contre la santé de la population? Si mon prédécesseur veut parler des antennes, mais vous voyez déjà le passage ou le placement des pipelines qui sont au jour d'aujourd'hui des structures, disons des instruments qui sont comme ça placés, disséminés en plein village. Et il peut y arriver comme ça des émanations. Et comme l'eau déjà porte par devant elle beaucoup d'impuretés, et les pipelines qui sont déjà placés dans les villages, c'est sûr que par détonation, par des émanations, on arriverait à mortum. Là, on est vraiment en danger. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de trouver d'autres couloirs pour diriger ces pipelines? Oui, Commission Justice et Paix a aussi cette possibilité d'aller ou de dire quand même quelque chose dans ce sens. J'aurais souhaité qu'on crée des zones où on peut mettre les cultures dans les différents coins de la carte pour qu'un peu plus tard, Justice et Paix, qui c'est l'interface entre l'État et les sociétés pétrolières, puisse la présenter. Voilà, nous voulons bien que vous exploitez le pétrole, mais il faut aussi qu'on mette dans ces villages-là des zones en défense pour que les populations, effectivement, travaillent sereinement, sans pour autant qu'ils soient dérangés par l'exploitation pétrolière. Est-ce que lorsque l'État accorde les permis d'exploitation aux sociétés pétrolières, est-ce que les droits sociaux et sociétaux sont pris en compte pour que les populations puissent jouir des droits les plus élémentaires, le droit à l'eau, le droit à la vie, etc. En 2000, il a été voté une loi qui instituait la redevance superficielle à laquelle sont soumises toutes les entreprises qui exploitent en onshore. Et cette redevance concerne donc les installations, là où il y a les installations, les types et tout. Donc, cette redevance devait être payée au plus tard le 21 janvier de chaque année. Et les entreprises, ils sont soumises, elles payent. Je me rappelle depuis Zeta, on a eu des informations. Aujourd'hui, les entreprises payent. Sauf que jusqu'à présent, nous ne savons pas où va cet argent. Dans le décret, c'est un décret, il est dit que les 2/3 reviendraient aux collectivités locales. Donc, des arrêtés devaient suivre pour faire la répartition. Qu'est-ce qu'on entend par collectivité locale? La préfecture, la sous-préfecture, les villages concernés. Où en sommes-nous? Vous, les élus locaux, qui allez là-bas pour aller faire la politique de vos partis politiques, au lieu de parler au nom des peuples, des gens qui vous élisent. Vous l'avez probablement noté que l'objectif de cet atelier était également de mettre chacune des parties devant sa responsabilité, donc les opérateurs économiques opérant dans ces villages et les populations riveraines pour maintenir l'harmonie parfaite et prévenir contre tout climat de conflit. L'intérêt de la carte, c'est de montrer quels sont les différents conflits qui peuvent naître à partir de l'utilisation de plusieurs sources, pas seulement sources d'eau, mais aussi la terre, ainsi de suite, et puis voir dans quelle mesure
on peut avancer pour discuter, échanger autour des problèmes suscités. C'est un travail tout à la fois de prévention de conflits, parce que nous ne sommes pas encore au niveau des conflits. Le conflit arrivera nécessairement si l'État et les compagnies pétrolières, voyez, ferment les yeux et prennent ça à la légère. Parce que les populations doivent vivre, nous sommes nés pour vivre. Ce qu'ils font là, c'est un travail de prévention et d'apprentissage au dialogue entre les trois partenaires. Les populations, l'État et les compagnies. Insister que Justice et Paix, bien sûr, se place comme un partenaire de réconciliation à tous les niveaux. Ça me semble important pour faire et pour tracer des ponts. Et c'est très important de travailler dans ce domaine et faire tous les efforts qu'il faut pour y arriver. Mais l'action de Justice et Paix en général doit se faire donc dans tous les diocèses du Congo.